Merci, cher Fatah, pour cette présentation assez bien résumée sur la question qui nous préoccupe davantage, parce que la question de saisine de la Cour par les prêtres individuels ou des ONG, c'est une question, en tout cas, qui inquiète beaucoup de praticiens africains, même des citoyens africains. La saisine, quand même, c'est une clé de voûte, comme le dit la Cour européenne des droits de l'homme, pour le fonctionnement de la Cour. Vous avez présenté de manière large les défis et les opportunités, que quand même, ça reste une possibilité pratique devant la Cour. Depuis 2011 jusqu'à 2016, apparemment, il y a quelqu'un qui nous dit que depuis 2009, il y a un changement apparemment devant la Cour. On ne sait pas encore comment ça se présente. Mais en tout cas, vous avez présenté comment la Cour a réagi dans certaines requêtes, soit n'a pas informé l'État, il a rejeté prima facie ou il a renvoyé à la Commission des droits de l'homme. Nous avons quand même là des défis majeurs, effectivement. On ne sait pas d'où nous viendra le salut. Si les États, effectivement, c'est d'abord les États, bien évidemment, qui sont concernés, qui doivent, c'est la bonne foi, en tout cas, redynamiser la Cour qu'ils ont bien voulu créer, ratifier, en tout cas, ils doivent aussi promouvoir. Alors, nous allons, sans trop tarder, passer aux questions. On va profiter aussi de la présence de Ajevi qui doit partir aussi dans 20 minutes et on va poser des questions. Alors, il y a déjà une question qui a été déjà posée, je crois, à Ajevi concernant comment peut-on expliquer que certains États membres de la CEDEAO acceptent que les ressortissants aient accès direct au prétoire de la Cour de justice de la CEDEAO, tandis qu'ils demeurent hostiles à l'idée d'offrir une protection internationale à ces derniers. Devions-nous voir par là un double standard de protection où la protection offerte par la Cour africaine serait-elle effective et supérieure à celle de la CEDEAO, de la Cour de justice de la CEDEAO? Qu'en est-il vraiment du degré de protection offerte par la Cour de justice de la CEDEAO? C'est une question déclinée dans 3 questions, mais qui, en tout cas, a accès à la comparaison, en tout cas, de ces 2 juridictions. Ça peut concerner aussi d'autres intervenants, mais je pense que Ajevi, il est avant qu'il ne parte. Vous avez la parole. La réponse à cette question va être complexe. Premièrement, il ne faut pas ignorer que les États de la CEDEAO ont aussi une logique politique de réduire la compétence de la Cour de la CEDEAO et l'étendue de ce que la Cour fait. Par exemple, ils ont réduit le nombre de juges. Et c'était à dessein pour empêcher la Cour de maintenir le processus progressif qu'elle avait en matière de jurisprudence. L'avantage de la Cour de la CEDEAO, c'est une Cour qui est inscrite dans un processus intégratif. Donc, il est impossible pour les États d'empêcher la compétence de cette Cour sans un consensus au niveau régional. Cette Cour a compétence pour tous les États de façon automatique. Sur la question des droits de l'homme, c'est un peu différent parce que c'est une modification du traité et tous les États ne sont pas tenus par la compétence de la Cour de la CEDEAO en matière de droits de l'homme. Et le Bénin, dans sa Cour constitutionnelle récemment, a rendu une ordonnance pour dire que la Cour de la CEDEAO n'était pas compétente pour les questions de droits de l'homme concernant le Bénin. Et ce débat-là doit être encore tranché. Donc, ce qu'on voit vis-à-vis de la Cour africaine des droits de l'homme, ça existe aussi sur le plan régional, sur le plan sous-régional, et les États essayent de casser la Cour de la CEDEAO, de réduire son pouvoir, de réduire ses compétences et de l'empêcher de les contraindre dans un système un peu plus rigide. Et on a eu la même chose en Afrique australe, donc pas grande différence. Sur le plan normatif, il y a quelque chose qui est important, c'est que la Cour de la CEDEAO a une compétence pour mettre en œuvre les instruments de la CEDEAO et ces instruments font référence à la Charte africaine et donc la Cour de la CEDEAO va mettre en œuvre les instruments africains de façon générale. De sorte que
le champ normatif de la Cour de la CEDEAO englobe le champ normatif de la Cour africaine des droits de l'homme. Donc, il y a une compétence concurrentielle. La Cour de la CEDEAO n'est pas à même sur le plan substantiel, sur le plan de la compétence des juges, n'a pas les mêmes expertises, mais elle fera des interprétations sur les mêmes instruments et donc il y aura une compétence entre les deux juridictions. Je ne peux pas dire si ça va être bien ou mauvais, il faut voir au cas par cas individuellement. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que les États, s'agissant de la CEDEAO, sont plus coopératifs que s'agissant de la Cour africaine. Simplement, vous ne percevez peut-être pas les stratégies sur le plan sous-régional pour réduire la Cour de la CEDEAO. Et voilà, j'essaye de vous montrer qu'il y a des stratégies similaires. J'espère avoir répondu et je laisse les autres compléter s'ils veulent. Si je peux me permettre, Monsieur le Président. Oui, monsieur, vous avez la parole. Pour compléter les propos de Roland, je dirais que la Cour de la CEDEAO présente un intérêt objectif par rapport à la Cour africaine, c'est au niveau de l'accès. Je pense que Roland le sait très bien, mais il a peut-être dû oublier de le mentionner, c'est la condition de l'épuisement des voies de recours internes qui n'est pas requis par la Cour de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO ne requiert pas l'épuisement des voies de recours internes pour l'accès à sa juridiction. Et c'est là, en fait, une révolution dans le domaine du droit international. C'est, à ma connaissance, le seul organe judiciaire, même les organes quasi-judiciaires, en fait, le font, le seul organe judiciaire ou quasi-judiciaire qui n'exige pas l'épuisement des voies de recours internes. Donc là, c'est un accès facilité de l'individu, des individus ressortissants des pays de la CEDEAO, donc ce qui est assez limité, une vingtaine d'États sur 55. Ça, c'est la question, donc l'intérêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Je rappellerai, pour mémoire, que la Tanzanie a retiré sa déclaration et dans sa notification de retrait de sa déclaration facultative, la Tanzanie a indiqué qu'elle retirait sa déclaration parce que la Cour aurait agi en contravention, contrairement, enfin en anglais, elle l'a écrit en anglais, en contravention avec la réserve émise par la Tanzanie dans sa déclaration d'acceptation. Quand la Tanzanie a accepté la compétence de la Cour, dans sa déclaration facultative, la Tanzanie a mentionné qu'elle le faisait sous réserve de l'épuisement des voies de recours internes. Je crois que le Bénin a fait la même chose, 2 ou 3 autres États ont fait la même chose. Dans leur déclaration d'acceptation, ils ont mentionné qu'ils acceptaient l'accès des individus uniquement si les recours internes avaient été épuisés. Ce qui est superfétatoire dans la mesure où le protocole prévoit, pas le protocole, mais la charte africaine, dans l'article 56, prévoit l'accès tant à la Commission qu'à la Cour africaine uniquement après l'épuisement des voies de recours internes. C'est une condition de recevabilité incontournable. Mais ces États, dont la Tanzanie, ont tenu quand même à le préciser dans leur déclaration d'acceptation. Et la Tanzanie a retiré sa déclaration prétextant une violation de cette réserve. Voilà, je ferme la parenthèse à ce niveau. Concernant maintenant la Cour africaine, l'avantage objectif de la Cour africaine, je ne dirais pas que c'est une supériorité de la Cour africaine sur la Cour de la CEDEAO, concerne le contrôle de la mise en œuvre des décisions de la Cour. Si ce contrôle était effectif. Au plan juridique, les mécanismes sont là. Le protocole prévoit, dans son article 29, je crois, que le Conseil exécutif doit mettre en œuvre et surveiller l'exécution des arrêts et que des sanctions pourraient être prises au titre de l'acte constitutif. Malheureusement, ces dispositions ne sont pas appliquées. Mais si elles étaient appliquées, comme dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme ou de la Cour américaine des droits de l'homme ou de la Cour européenne des droits de l'homme, cela représenterait un avantage objectif de la Cour africaine sur la Cour de justice de la CEDEAO. Alors, il y a une deuxième question, il y a beaucoup de questions, notamment dans le prolongement de cette question, quelle est la valeur du système africain de protection des droits de l'homme si l'individu qui est le premier bénéficiaire de cette protection ne peut pas directement saisir la Cour
Bon, c'est un commentaire, bien évidemment. Ne devons-nous pas repenser un système africain plus inclusif de l'individu? C'est une façon de dire comment l'individu sera finalement le justiciable de cette cour et comment peut-on envisager peut-être des réformes. C'est une question qui m'est dirigée, je crois. Oui, c'est ouais, Oui, d'abord à vous. Je crois que tous les panélistes vont répondre. Bon, faut répondre, hein, c'est une question gigantesque. Ouais. C'est effectivement le talon d'Achille de la Cour africaine. La Cour africaine a été créée pour répondre aux aspirations des individus et des peuples africains. Et le protocole ferme relativement la porte en limitant l'accès des individus et des ONG au contentieux. Et la Cour a elle-même fermé la porte en réduisant, en interdisant l'accès des ONG africaines à la fonction consultative. Donc on se retrouve avec un système relativement verrouillé. Enfin, moi, pour faire preuve d'optimisme, je dis souvent que la Cour africaine, en fait, est moins généreuse. Enfin, le protocole qui crée la Cour est moins généreux que la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où la Cour européenne des droits de l'homme est accessible à tous les individus des pays membres du Conseil de l'Europe. Donc la Cour est en retrait par rapport à cela, la Cour africaine. Mais la Cour est en avance par rapport à la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Devant la Cour interaméricaine, les individus n'ont pas accès direct. Ils doivent passer par la Commission. Donc il y a quand même le filtre de la Commission. L'individu peut a un locus standi uniquement au stade des réparations, si mes souvenirs sont bons. Mais il ne peut pas saisir directement la Cour. Seuls les États membres, les États partis à la Convention américaine et la Commission interaméricaine des droits de l'homme peuvent saisir directement la Cour interaméricaine. Donc je dirais qu'en fait, ce talon d'Achille, je ne sais pas comment le contourner, mais je ne suis pas très optimiste quand je vois la manière dont les États en fait, se sont comportés par rapport à la Cour africaine avec le retrait, comme ils se comportent avec d'autres juridictions. Roland a mentionné la Cour de la CEDEAO, je mentionnerai le tribunal de la SADC, par exemple, qui a purement et simplement été supprimé. Ce droit d'accès direct, je l'avais proposé. J'ai l'honneur et le privilège d'avoir écrit le protocole de Sharm el-Sheikh, qui crée la Cour de justice et des droits de l'homme, qui a créé la Cour de justice et des droits de l'homme, le premier protocole additionnel. Et dans ce protocole, dans ce projet de protocole, j'avais proposé une clause opt-out plutôt qu'une clause opt-in. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que la juridiction de la Cour est facultative, que les États doivent faire une déclaration spéciale, j'avais proposé que tous les États qui adhéreraient, ratifieraient le protocole de Sharm el-Sheikh, devaient faire une déclaration pour exclure la compétence de la Cour. Exclure la compétence de la Cour pour toutes les requêtes individuelles ou émanant d'une ONG. Mais les diplomates ne m'ont pas suivi. Les diplomates ont biffé cette proposition et l'ont remplacée par la même disposition qui existe actuellement dans le protocole de Ouagadougou. Donc à ce niveau, je ne suis pas très optimiste. Il faut compter maintenant avec, comment dirais-je, le militantisme et le dynamisme de la société civile pour qu'à terme, cette disposition, l'article 5, paragraphe 3 et l'article 36, paragraphe 4 du protocole puissent être amendés. Ok, merci. Il faut espérer un miracle politique. Peut-être avec le temps, ça pourra se décompter. On sait combien, même en France, où la saisine individuelle a traîné, en tout cas là, depuis 50 ans de la Charte européenne, la France a reconnu la saisine individuelle en 1974, je crois, en tout cas la reconnaissance de la saisine, et on sait que même plus tard, je crois. Donc, le temps peut faire effectivement avec la maturité politique, ça peut changer la donne. Alors, il y a une question qui vous est adressée, mais je vais d'abord donner la parole à Jevi pour faire un dernier commentaire avant son départ, il va être 5 minutes. C'est une question assez générale. Quid de l'opportunité pour la Cour de censurer les dispositions constitutionnelles nationales? Sa décision peut être battue en brèche par un référendum. L'arrêt de la Cour peut-il prévaloir sur la volonté du peuple souverain? Bon, c'est une question de relation entre le droit interne et international. Vous pouvez répondre de manière générale avant de partir.
Je donnerai une réponse simple. Un État ne peut pas se prévaloir de ses dispositions internes pour ne pas respecter ses obligations internationales. La charte, par exemple, si vous prenez le cas du Bénin, le Bénin a ratifié la charte. Donc, le peuple béninois, dans sa souveraineté, a accepté de se soumettre à la charte. Si le même peuple choisit une norme contraire, il faut regarder dans le temps. Cette norme contraire subséquente ne peut pas avoir de valeur vis-à-vis de la norme internationale. Et la norme internationale a des implications sur le plan international, interétatique, et vous ne pouvez pas, dans votre système national, mettre en échec cette obligation que vous avez consentie vis-à-vis d'autres États à l'extérieur. Mais c'est une stratégie politique que la Tanzanie utilise et que beaucoup d'autres États utilisent pour échapper à leurs obligations internationales. Il reviendra à la juridiction internationale de clarifier et de dire non, votre constitution, même si elle a été adoptée par référendum, reste en contradiction avec vos obligations internationales. Et c'est ce qui explique que certains États procèdent à une modification constitutionnelle préalable à la ratification d'une norme internationale. Par exemple, par rapport à la Cour pénale internationale, on a vu ça plusieurs fois. Donc, légalement, la réponse est simple. Politiquement, la réponse reste compliquée, comme beaucoup d'autres questions, et je vous remercie. Et Fatsa avait entièrement raison sur l'accès facilité de la Cour de justice, de la CEDEAO, l'absence d'épuisement des voies de recours. Ça existe aussi pour le groupe de travail. C'est un avantage de la CEDEAO qu'on n'a pas ailleurs. Merci bien. Merci, cher Laurent, pour cette réponse assez bien structurée. Il y a une question qui est adressée à Fatsa concernant alors, c'est Marc Yao, que vous connaissez, qui est actuellement à Genève, dans l'un de vous. J'ai eu le privilège de livrer vos opinions dissidentes. Vous avez souhaité un traitement administratif et non judiciaire dès lors que l'État concerné par requête introduite devant la Cour. Ce traitement empêche une éventuelle acceptation a posteriori de la compétence de la Cour et donc du forum prorogatum. Alors, quand bien même le forum prorogatum serait institué, il serait difficile de croire que les États y recourent. Il y a davantage une tendance à faire échec à la Cour de la part des États. Je pense que c'est plus un commentaire, mais vous pouvez aussi commenter. Il y a une question qui va revenir. Alors, peut-être une question, quid de l'action popularis en matière des droits de l'homme au sein de la Cour africaine? Je pense qu'une question, vous pouvez aussi commenter. On sait qu'il prospère devant la CIJ, mais devant la Cour, en général, ça reste assez timide. Merci à tous. Voilà, les deux questions. Vous avez il y a une question qui est adressée après à Guy Fleury. Concernant la jurisprudence, pensez-vous que l'interprétation faite par la Cour africaine, article 36, est conforme à la jurisprudence constante de la CIJ dans les affaires Avena, Lagrand et Java? Je vais d'abord passer la parole à Fatsa pour réagir. Très bien, Monsieur le Président. Je ferai d'abord un commentaire sur le commentaire de Marc Yao. Je suis tout à fait d'accord avec lui. J'avais prévu une troisième partie dans mon intervention. Troisième partie, quand bien même le forum prorogatum existerait, serait techniquement possible, dans les faits, il ne pourrait pas en fait exister, en raison précisément du fait de l'absence de volonté politique des États africains que j'ai plus ou moins détaillé tout à l'heure. Donc de cette méfiance, voire défiance à l'égard de toute forme de comment dirais-je, de juridictionnalisation des droits de l'homme. Je vous rappelle que ce n'est pas que les États africains soient réticents à la justice internationale. Concernant la CIJ, par exemple, sur la soixantaine de déclarations qui ont été déposées, une vingtaine, à savoir un tiers des déclarations d'acceptation de la juridiction facultative de la Cour internationale de justice, émanent des États africains. Devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, la plupart des États africains ont accepté la compétence du comité. Mais ils l'ont accepté parce que c'est un organe quasi-judiciaire, à l'instar de la Commission africaine. Quant à la Commission
la Cour internationale de justice, c'est un organe qui ne s'occupe pas des droits de l'homme en particulier, mais d'affaires de droit international public de manière générale. Donc c'est la raison pour laquelle la crainte des États africains est moindre à cet égard. Concernant maintenant la question de l'actio popularis, je dirais que cet actio popularis existe déjà dans les faits devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dans la mesure où il n'est pas nécessaire que le requérant se prétende victime d'une violation pour pouvoir faire une requête. Vous n'avez qu'à voir le nombre de requêtes qui ont été introduites par des organisations non gouvernementales pour le bénéfice d'individus qui n'ont pas la possibilité d'introduire un recours devant la Cour. La toute première affaire, l'affaire Mitikila, sur laquelle Roland est intervenu tout à l'heure, a été introduite par deux types de requérants. Elle a été introduite par le révérend Mitikila lui-même, représenté par Roland Adjovi, mais elle a également été introduite par des organisations non gouvernementales. Donc, l'action populaire est donc possible devant la Cour africaine. Il y a d'autres questions qui ont été posées par M. Pinga, Jonathan Pinga. J'y répondrai brièvement concernant la possibilité pour la Cour de censurer des dispositions constitutionnelles nationales. Impossible. La Cour ne peut pas censurer, ne peut pas, comment dirais-je, annuler des décisions. La Cour peut simplement constater la contrariété d'une disposition constitutionnelle ou législative ou bien d'un jugement d'une Cour nationale avec le droit international tel qu'il a été accepté par une partie au protocole. C'est tout ce que la Cour peut faire. La Cour peut simplement constater la violation du droit international par un État, mais elle ne peut pas exiger d'un État qu'il supprime une disposition. Elle peut demander qu'il la mette en conformité avec le droit international. Elle ne veut pas, par contre, censurer cette décision. Si l'État ne veut pas le faire, l'État engage sa responsabilité internationale. C'est tout ce qui peut se passer comme sanction. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions posées par les membres de l'auditoire ainsi qu'à leurs commentaires. Je passe la parole à Guy Fleury. Merci, cher Tassa, pour cette réaction. Oui, cher Jean-Baptiste, merci beaucoup. Mais je m'excuse déjà d'avoir dû me déconnecter. Une certaine urgence m'appelait. Mais donc, je n'ai pas suivi les différentes questions qui m'étaient adressées. J'ai juste retenu celle que tu m'as adressée en dernier lieu concernant donc l'affaire Armand Guéhi, si je ne m'abuse, où à un certain point de l'argumentaire de l'arrêt, il y a eu la question de la violation de l'article 36, paragraphe 1 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Bon, à mon avis, donc la Cour aurait pu bâtir sur quelque chose qui est maintenant acquis et qui est consacré dans la jurisprudence de la CIJ, les arrêts que le monsieur qui a posé la question a soulevé, Avena, Lagrand, etc. Mais elle ne l'a pas fait et c'est tout à fait regrettable. Comme vous le savez, le mécanisme de l'assistance judiciaire, il emporte à la fois un droit à l'information consulaire, qui est une sorte de droit individuel, et puis aussi une obligation d'information à la charge de l'État sur le territoire duquel se trouve la personne éventuellement détenue. Et ça, c'est une obligation plus étatique. Et là, cette distinction, on ne la retrouve pas dans l'arrêt, ce qui fait conclure ce qui fait ce qui apparaît dans le raisonnement de la Cour comme quelque chose qui est un peu battu en brèche, et la conclusion justement n'est pas à la hauteur de ce que aurait pu être si on avait tenu compte de la portée de ce mécanisme-là de l'assistance dans son caractère entier.
Voilà. Je n'ai plus tout à fait les éléments factuels pour cette affaire Armand Gueye, mais il me semble bien que c'était ce qui était en jeu. Voilà, je ne sais pas s'il y avait une autre question qui m'était adressée. Il n'y a pas une question spécifique. Ok. Bon, très bien. En tout cas, je peux poser une question peut-être concernant pour l'action populaire. Quelles sont les conditions exigées par les ONG? Parce que peut-être que c'est là où viendra le salut pour saisir la cour. Je sais qu'ils exigent, déjà pour soumettre une amicus curiae ou un avis consultatif, une ONG doit avoir certaines conditions. Je pense que si tu peux nous éclairer là-dessus. Ok, bon. Je pense que le juge Obiafoud y avait fait mention. Les conditions, déjà pour accéder, c'est encadré par l'article 34, paragraphe 6. Je crois qu'on y avait fait allusion. Alors là, je parle dans la dimension contentieuse, bien évidemment. Bon, les ONG peuvent intervenir, comme tu viens de le dire, en tant qu'amis de la Cour, par le mécanisme d'amicus curiae. Bon, le mécanisme est à parfaire, parce qu'il me semble qu'à un certain moment, certaines expertises ont été écartées. Je parle par exemple d'une affaire qui date de 2014, qui portait un peu sur le droit pénal, où un expert tanzanien, il me semble un professeur, dont l'expertise n'avait pas été reconnue, etc. Il y a d'autres aspects aussi qui méritent d'être creusés davantage sur le mécanisme d'amicus curiae. Dans le domaine consultatif, là, c'est là où il me semble qu'il y a des choses qu'il y a quand même à améliorer au niveau de l'interprétation par la Cour. La Cour considère qu'il faut une reconnaissance par l'Union africaine et l'interpréter de manière très stricte, cette reconnaissance. C'est moi qui juge le caractère restrictif de son interprétation, dans la mesure où, selon moi, si une ONG, ça c'est vraiment une opinion individuelle, une ONG est reconnue par un organe de l'Union africaine, il faut une reconnaissance de l'Union africaine. Un organe, bon, c'est aussi une partie de l'organisation, et donc on devrait se montrer beaucoup plus flexible, beaucoup plus souple dans l'application de la réalisation de cette condition. Voilà, je ne sais pas si cela conforte. Je pense que oui, c'est assez clair concernant cette question. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions actuellement. Je pense qu'on a épuisé le temps de la conférence. On va passer à la conclusion. J'avais préparé une conclusion brève, mais je vais préférer passer la parole à Catherine Maïa pour faire une petite conclusion, et après au président de jeune section de l'Académie qui a un mot aussi à dire à l'audience, et puis un projet, je crois, de programme pour cette année qui commence de ce mandat. Je passe la parole à Catherine Maïa. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Alors, je vais être brève pour ne pas allonger davantage notre colloque qui a été extrêmement dense. Simplement pour dire que dans le contexte actuel de crise pandémique, économique, climatique, la protection des droits de l'homme a encore plus de sens et d'importance. Je dirais tout particulièrement en Afrique, où nous sommes à la veille du 40e anniversaire de l'adoption de la Charte. Alors, on a pu le voir cet après-midi, il existe déjà un cadre juridique et institutionnel très étoffé, des instruments de protection qui sont perfectionnés, mais on a aussi des difficultés, des incertitudes auxquelles le système africain fait face. Et il semble donc que l'heure soit indiquée pour l'Union africaine d'examiner en profondeur quelles sont les améliorations qui seraient possibles d'apporter
Et je dirais non pas tant au niveau des textes, puisqu'on le voit, on a des textes qui sont extrêmement bien élaborés, mais plutôt au niveau de l'application de ces textes. Et cela exige la bonne foi des États et donc des gouvernants, et c'est exactement ce que le juge Fetsa disait à l'instant. On a parfois des dirigeants qui ont plutôt tendance à créer des institutions pour ensuite échapper à leurs compétences et donc à retirer d'une main ce qu'ils ont donné d'une autre. Et c'est tout le risque et c'est tous les défis qu'il faudra relever pour l'avenir. Donc, il me reste à remercier à nouveau mes collègues, tous les participants qui ont été nombreux avec de nombreuses questions, ce qui démontre qu'il existe vraiment un intérêt pour toutes les problématiques de droits de l'homme qui touchent au continent africain. Ça fait plaisir à voir. Et j'invite toutes et tous à suivre les activités futures de l'Académie africaine. Et je laisse tout de suite la parole donc à mon collègue pour la section junior. Merci infiniment à tous.